Il y a des histoires qui bouleversent, qui résonnent, qui touchent en plein cœur. Celle d'Oriane en fait partie. Elle est née à des milliers de kilomètres d'ici, en Roumanie, où elle a été abandonnée à la naissance. Recueillie, adoptée, elle grandit avec une question qui la suit toute sa vie. Pourquoi ma mère biologique ne m'a-t-elle pas gardée ? Cette blessure invisible a façonné son désir de maternité, ce besoin viscéral de transmettre, d'aimer, de donner la vie. Mais la vie, justement, lui a réservé un combat qu'elle n'avait pas imaginé. À 28 ans, un diagnostic tombe. Insuffisance ovarienne précoce. Un corps qui lui échappe, un rêve qui semble s'éloigner. Une bataille contre l'infertilité qui s'annonce longue et éprouvante. Elle passera par la PMA, le don d'ovocytes, des montagnes russes émotionnelles, une fausse couche dévastatrice, avant qu'un miracle ne vienne bouleverser le destin. Aujourd'hui, Oriane témoigne. Elle nous ouvre son cœur, sans filtre, avec une sincérité bouleversante. Elle nous parle de son adoption, de son combat pour devenir mère, de ses espoirs et de ses doutes. Et surtout, de cette force qui l'a portée jusqu'à la naissance de son fils. Un récit puissant, une histoire de résilience, d'amour et d'espoir. Bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour Oriane, alors bienvenue dans État d'âme. Je tenais encore à te remercier pour ta volonté de prise de parole ici. Comme tu le sais, sur État d'âme, je mets en lumière le parcours de femmes qui traversent des épreuves souvent invisibilisées. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton histoire, un parcours entre adoption, désir de maternité, PMA, et aussi cette force incroyable qui t'a porté jusqu'à la naissance de ton fils. On va évoquer aussi ton livre où tu partages tout ce chemin avec sincérité et espoir. Merci à toi surtout de me permettre de partager mon parcours. Eh bien c'est normal, avec plaisir. Alors tu as grandi avec l'histoire de ton adoption. Quel impact cela a-t-il eu sur ta perception de la maternité et ton désir de devenir mère ? Alors je suis née le 11 juin 1992 à Slobozia, en Roumanie. Je n'ai pas de souvenirs à proprement parler de cette période-là, je n'étais qu'un bébé, mais c'est vrai que cet abandon a eu un impact très important sur ma vie, que ce soit quand j'étais petite ou encore aujourd'hui. Mes parents qui m'ont adoptée ont clairement changé mon destin. Et je sais que la question qui revenait le plus quand j'étais petite, c'était vraiment pourquoi ma mère biologique n'avait pas voulu de moi. Parce que oui, on peut effectivement se dire aussi que en fait, elle n'a pas eu le choix, mais étant enfant, je me posais pas 10 600 questions et la seule qui revenait toujours, c'était celle-ci. Avec le temps, j'ai compris que potentiellement, effectivement, elle n'a pas pu forcément me garder et qu'elle a fait ça, je dis bien entre guillemets, pour moi. Mais cette façon de voir les choses, dans tous les cas, ça n'enlève pas l'impact sur ma vie en général. J'ai toujours rêvé de devenir mère, de fonder ma famille et cela a été d'autant plus difficile quand j'ai réalisé que ça allait être pas si facile que ça. Je pense qu'à 16 ans, je me disais déjà que j'avais hâte d'avoir mon bébé. Et au final, j'ai dû attendre 14 ans de plus pour réaliser ce rêve. En tout cas, c'est fou comme l'histoire qu'on porte en nous, en fait, peut influencer nos désirs les plus profonds. Je trouve que ce que tu dis, c'est tellement important parce qu'on ne choisit pas toujours son histoire de départ. Mais on peut toujours choisir la manière dont on construit la suite. Et ce que tu as fait, c'est aller au bout de tes rêves, malgré les obstacles. Lorsqu'on t'a annoncé que la conception naturelle serait difficile, quelles ont été tes premières émotions ? La première réaction, elle est plutôt brutale. Je me sens extrêmement coupable, car si je n'ai pas d'enfant, c'est à cause de moi, de mon corps. Je culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir permettre à mon mari à ce moment-là de devenir père. Puis ensuite, j'essaie de relativiser en me disant que maintenant qu'on sait ce que j'ai, les solutions vont être trouvées et je vais pouvoir devenir mère, qu'importe la manière. Je comprends tout à fait. Cette culpabilité que tu décris, je pense qu'elle est partagée par énormément de femmes qui rencontrent des difficultés pour concevoir. Et on a parfois cette impression que c'est un peu comme si notre corps nous trahit. Mais ce que j'entends surtout dans ton histoire, c'est ta capacité à rebondir et à chercher des solutions. Et ça, c'est une vraie force. J'espère que tu en as conscience. Comment tu as traversé du coup cette période sur le plan psychologique ? Au niveau des émotions, c'est plutôt un mélange de tout, très honnêtement. Et en fait, le plus important, c'est qu'on finit toujours par se relever. Et c'est vraiment pendant ce parcours-là que j'ai pris conscience de ma force. Mon entourage a vraiment très bien réagi et j'ai eu beaucoup de soutien. Mais le pire dans ces moments-là, c'est qu'en fait, on aura beau avoir tout le soutien du monde et tous les amis autour de nous, en fait, on se sent seul. Seul face à soi-même, à ce problème. Moi, à l'époque, j'étais en guerre vraiment avec mon corps.
Et je sais que j'avais beau être entourée, vraiment, mais j'étais seule. Et tu as traversé donc plusieurs étapes dans ton parcours PMA. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ces différentes étapes? Par exemple, l'échec de ta deuxième FIV. Lors de l'échec de la deuxième FIV, la dame qui me suivait m'a clairement dit que la solution se trouvait dans le don d'ovocytes. Ce genre de nouvelles peut être très très difficile à accepter. Comment est-ce que tu as accueilli l'idée? Je vous avoue que dans ma tête, ni une ni deux, la réflexion, elle a été plutôt rapide. Et je l'ai acceptée très rapidement. À ce moment-là, elle nous avait clairement dit que si on était pressé, c'était la solution la plus adaptée à nous, c'était le don d'ovocytes en Espagne. Et on l'a écouté et effectivement, c'est allé très très vite. Et pourquoi l'Espagne? Comment ça s'est déroulé ce processus? Ça a été un soulagement au final d'apprendre, OK, j'avais peut-être cette IOP, mais finalement, on sait ce que j'ai, on trouve une solution. Certes, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais c'est une solution et ça peut me permettre d'avoir mon bébé. Donc, finalement, on suit à ce moment-là. Un soulagement, oui, d'avoir une ligne à suivre et surtout de retrouver clairement un espoir parce que j'étais passée de 2% de chance de concevoir naturellement à un très bon pourcentage de réussite sur les FIV avec don d'ovocytes, parce qu'elle m'avait dit qu'à mon âge, il y a pas de raison que ça ne marche pas, puisque mon problème à moi, c'était mon manque d'ovocytes. Donc, pour elle, c'était la solution miracle. Et donc, après tant d'épreuves, tu es tombée enceinte, mais cette grossesse, malheureusement, n'a pas duré. Comment tu as vécu cette perte? Qu'on a beau vivre les pires montagnes russes, on y croit toujours. Dès qu'en fait la vie nous donne un petit soupçon d'espoir, on recommence à y croire. On s'est pris au jeu et là, hop, je suis tombée enceinte. Ça a marché du premier coup. On l'a annoncé très vite à nos proches et familles respectives. Après, voilà. Et malheureusement, le bonheur n'a duré que très peu de temps. Et je me suis retrouvée au fond du gouffre, mais encore une fois, je me suis relevée. La seule chose qui me faisait positiver, c'était finalement que j'étais tombée enceinte. Et c'était mon premier test positif en 5 ans. Je me suis raccrochée à ça, en fait, à ce test positif. Ça a marché, donc ça va remarcher. Ça va fonctionner à nouveau. Il n'y a pas de raison si ça s'est... Enfin, voilà, je suis tombée enceinte. Donc je peux retomber enceinte. Et cette attente entre la fausse couche et cette nouvelle grossesse, c'était comment? Eh bien, j'ai d'abord été très patiente avec mon corps en me disant que ça finirait bien par arriver. Puis en fait, quand tu as largement dépassé la moyenne de conception, aux alentours de 9 mois, du moins c'est ce que j'avais lu à l'époque, je commence vraiment à me poser des questions et à vouloir prendre les choses en main. Et du coup, lors de ce parcours, tu as dû voir beaucoup de professionnels. Est-ce que globalement, ils ont été assez bienveillants ou t'es tombée sur certains un peu maladroits ou raconte-nous un petit peu. Je commence les rendez-vous médicaux et je tombe pas du tout, mais alors pas du tout sur les bons professionnels. Pour te donner un exemple, j'ai un rendez-vous avec un spécialiste PMA. Ça a duré à peine 10 minutes. Il m'a donné des acides foliques. Il m'a renvoyé chez moi en me disant ça va venir, pas de panique, essayez de maigrir un peu. Alors, c'était clairement pas ce que je voulais entendre et clairement pas non plus adapté après plus d'1 an et demi d'essai bébé. C'est vraiment horrible ce genre de médecin. Est-ce que ça t'a donné envie à un moment d'arrêter? Vraiment jamais. Je voulais mon bébé absolument. L'adoption a été même dans un coin de ma tête. Je crois que le plus dur dans ce parcours, ce sont effectivement les montagnes russes, l'espoir naissant quand on commence un nouveau cycle, puis l'attente et bim, le test négatif. En plus, et il faut savoir qu'en plus, plus les mois passent, plus c'est dur, car on se dit qu'on n'y arrivera pas. J'étais vraiment en guerre à ce moment-là avec mon corps. Et oui, ce qui me faisait du bien, c'est d'espérer à chaque début de cycle, à chaque nouvelle solution, nouveau protocole, et puis d'être entourée par ma famille et mes amis. Alors, je suis certaine que je ne suis pas la seule à faire ça, mais pour déclencher mes règles à certains cycles, je faisais un test de grossesse parce qu'en fait les règles parfois sont vraiment retardées quand on a des périodes de stress et magie opère dès que je fais le test et je sais d'avance qu'il est négatif puisque voilà, naturellement ça me semble assez compliqué à ce moment-là de tomber enceinte,
en fait, psychologiquement, mes yeux voient le test négatif et puis en fait, quelques heures après, mes règles arrivent. Jusqu'au jour où tu vas faire ce test qui va tout changer, comment t'as réagi ? Dans ma tête, je ne suis pas enceinte, juste, je vis un moment assez stressant, je démarre un CDI, donc voilà. Et finalement, le test est positif. Alors, sur le moment, c'est sûr que j'ai dû refaire des tests. Je suis partie faire la prise de sang. Et puis, oui, petit à petit, on y croit de plus en plus. Et puis là, on se rend compte que ça y est, il s'est bien accroché, que tout va bien. Et puis, une grossesse, c'est forcément accueilli avec joie, surtout après un parcours de 5 ans. Mais avec cette joie, forcément, il y a des peurs. Et ces peurs-là, finalement, elles ne disparaissent jamais. Encore aujourd'hui, même si elles sont différentes, elles sont toujours là. On a toujours peur pour son enfant. Et puis, il est arrivé à 12 jours du terme. Il faisait 3,967 kg. Et je peux vous dire que oui, du coup, c'était un beau bébé. Et du coup, Oriane, quel message aimerais-tu faire passer là, tout de suite, à nos auditeurs ? Si je devais résumer tout ça, je crois que je te dirais 2 mots, résilience et force. Bien sûr, tous les jours, je regarde mon fils et je suis consciente de la chance que j'ai, même si je l'ai beaucoup attendu. Il est là, il est en bonne santé, tout va bien. Il est ma plus belle réussite. Je suis fière d'être sa maman et mon seul but aujourd'hui, c'est qu'il soit aussi fier de moi et de la maman que je suis. C'est sûr que vivre avec la peur de l'abandon, vivre avec la peur de ne pas être mère, cela m'a montré que moi aussi, j'étais cette femme forte, que malgré les obstacles, j'ai réussi, on a réussi. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre de cette jeune femme à qui j'aurais aimé dire que tout allait bien se passer, que ce bébé, il allait arriver, que certes un peu plus tard que prévu, mais qu'il allait arriver un jour. Et du coup, sèche tes larmes et relève-toi. Alors, tu as écrit un livre pour partager ton histoire. Quel message tu souhaites partager à travers ce livre ? Si j'ai décidé d'écrire ce livre, c'est pour la simple et bonne raison que je voulais que des femmes vivant ce que j'ai vécu se rendent compte que tout peut arriver. Même quand le corps médical n'y croit pas, j'en suis la preuve, mon fils représente les 2% de chances de tomber enceinte naturellement. Donc il faut y croire, il ne faut jamais perdre espoir, il ne faut pas abandonner et surtout ne pas hésiter à mettre des mots sur tout ça. Écrire ce livre, c'est pour moi, je pense, une vraie thérapie. Le parcours en PMA, il devrait absolument pas être tabou. Je suis heureuse de voir que de plus en plus de femmes aiment à partager leur parcours, aussi difficile qu'il soit, parce que honnêtement, parfois, je tombe sur des histoires qui sont vraiment très prenantes. Je suis la preuve qu'une femme avec une insuffisance ovarienne très très basse peut concevoir naturellement. Donc si j'ai bien quelque chose à vous dire, mesdames, pourquoi pas vous ? J'espère sincèrement que mon livre aidera des femmes à se sentir mieux et continuer d'y croire. Et bien sûr, si des femmes veulent entrer en contact avec moi, ce sera vraiment avec un grand plaisir. En tout cas, merci Oriane pour ce témoignage incroyablement fort. Je suis certaine que ton livre va être une lumière pour beaucoup de femmes. Merci à toi d'avoir partagé ton histoire avec nous aujourd'hui. Vous étiez sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. À bientôt pour un prochain épisode. État d'âme, au cœur de votre santé. Bienvenue sur État d'âme, le podcast qui vous emmène au cœur des émotions féminines dans leur parcours de santé. Vous avez déjà ressenti cette impression de solitude face aux défis de la vie, qu'ils soient physiques ou mentaux. Sur État d'âme, je donne la parole à ces expériences authentiques, accompagnées d'histoires immersives et des conseils de professionnels de santé. Préparez-vous à être transporté, inspiré et informé. Restez à l'écoute, car vous êtes sur le point de découvrir un monde où vos émotions trouvent écho.